va passer à l'autre communication, qui est donc le coroscanner, présenté par Thierry Lavitte et Yann Guyetan du CH de Lourdes. Bonsoir à tous. Alors avant d'engager sur le deuxième thème de la soirée, qui est le coroscanner, nous allons nous présenter tout d'abord le docteur Solofo Razafi, médecin radiologue sur l'hôpital de Tarbes et l'hôpital de Lourdes, qui viendra nous éclairer de ses lumières en fin d'exposé sur l'analyse des images. Et puis les deux manipulateurs qui sont venus du CHA de Lourdes, pas lui. Yann Guyetan, moi-même, Thierry Lavitte. Voilà, donc au travers de cette brève intervention, nous allons essayer de vous présenter le coroscanner, le scanner des artères coronaires. C'est un examen assez difficile à réaliser au départ et puis qui finalement rentre dans le commun des examens tomodensitométriques vasculaires. Alors nous allons vous le présenter sous trois facettes rapides. Première facette, c'est le volet technique qui incombe au manipulateur, qui se veut être assez précis tout de même. Le deuxième, c'est l'importance de la prise en charge du patient et la gestion du stress, qui est très très importante. Et puis le troisième point, c'est donc le docteur Solofo qui viendra nous commenter quelques images. Alors, on peut dire d'une manière générale que le coroscanner a pris son essor avec l'arrivée des scanners multibarrettes, 40, 64, 128, voire plus aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a encore quelques endroits en France où on pratique le scanner des coronaires avec des 16 barrettes, ça se fait aussi, mais nul ne peut imaginer que ça ne durera pas longtemps, parce qu'aujourd'hui le 64 barrettes réduit de manière très importante l'acquisition et donc optimise les résultats. Alors d'une manière plus précise, le scanner des coronaires, c'est donc un examen de tomodensitométrie vasculaire qui permet de visualiser les artères coronaires par opacification avec un produit de contraste type 350 ou 400. Et donc un examen peu invasif puisqu'il suffit de poser une seule voie veineuse afin de réaliser ce coroscanner. Alors je vais rapidement rappeler quelques repères anatomiques afin de bien comprendre la région que nous scannons. Alors le cœur est entouré à sa surface d'artères et de veines, selon des trajets en couronne autour des muscles cardiaques, d'où leur nom d'artère coronaire, du latin corona, couronne. Après un cheminement à la surface du cœur, les branches de division des gros troncs s'enfoncent dans le muscle cardiaque. Le diamètre des artères coronaires est de plus en plus faible de la proximalité à la distalité. Les deux artères coronaires cheminent à la surface du cœur. Au tronc commun de la coronaire gauche font ensuite l'artère interventriculaire antérieure, plus connue sous le nom d'IVA, et l'artère circonflexe. Enfin, la partie inférieure du cœur est vascularisée préférentiellement soit par la coronaire droite, soit par la coronaire gauche, de façon variable selon les sujets, et l'on parle de dominance droite ou gauche selon les cas. Voilà donc l'anatomie des artères coronaires avec une vue intérieure du cœur. Je laisse la parole à Yann qui va peut-être vous la commenter. Donc là vous voyez le tronc coronaire commun gauche, donc auquel fait suite l'artère circonflexe et l'IVA que l'on trouve ici. Ici la coronaire droite et sur la vue postérieure la coronaire droite et la circonflexe qu'on retrouve ici. Alors les indications de l'examen du coroscanner, tout d'abord c'est pour l'étude des artères coronaires, l'étude des plaques calcifiées et ou des plaques molles et du degré de sténose. Le contrôle post-opératoire des pontages aortocoronariens et des stents afin de vérifier la perméabilité. Le bilan pré-chirurgical des valvulopathies. La détection des sténoses des artères coronaires pour les douleurs thoraciques atypiques. Et dans le cas des cardiopathies congénitales, l'anomalie de naissance des artères coronaires. Alors les contre-indications de cet examen, tout d'abord une impossibilité du patient à tenir l'apnée. En effet, s'il n'arrive pas à tenir une douzaine de secondes, l'examen ne sera pas réalisable. Un rythme cardiaque trop irrégulier, fibrillation auriculaire ou extrasystole nombreuse sont aussi une contre-indication. La fréquence cardiaque trop rapide, supérieure à 80, limitera la qualité de l'examen. Après, ce sont celles liées aux contre-indications à l'injection d'iode.
l'éventuelle présence d'un athérome trop important dans le réseau coronaire. Enfin, l'impossibilité de poser un cathéter de calibre suffisant, verre minimum 18 gauges. On essaye de poser un verre ou un cathéter gris 16 gauges, si on peut. Ça sera le fait. Alors, au niveau de la préparation du patient, il faut vérifier l'urée et la créatinine. Il faut avoir un bilan de moins d'un mois. Donc, comme je viens de vous le dire, vérifier que le patient tienne bien l'apnée, et ce, avant de le perfuser, parce qu'on a eu, par surprise, on a perfusé, et puis après, le patient se rendait compte qu'il ne tenait pas l'apnée, donc examen annulé et une perfusion pour rien. On vérifie aussi en prenant l'attention en salle de préparation, parce que éventuellement, en fonction des contre-indications des bêta-bloquants, ça nous est arrivé l'autre jour, on a pris la tension et puis il y avait une tension trop basse et on ne pouvait pas le bêta-bloquer. Donc l'examen, on n'a pas pu le faire non plus. Donc la pose du cathéter gris ou vert. Et nous, on met une perfusion de Ringer lactate 500 avec une tubulure haute pression et un robinet 3 voies, et cela branché en ligne droite, c'est-à-dire que ce soit le plus direct possible à cause des hautes pressions d'injection. On a eu des petits problèmes. Oui, simplement pour dire que sans avoir recours aux tubulures haute pression, on a eu le gag de voir la tubulure se fissurer, l'injection, les tubulures qu'on utilisait au début, se fissurer, voir tout le produit se répandre dans la salle. C'est mieux que dans le bras du malade, mais c'est pas quand même le pire. Sur un point au niveau de la préparation, on travaille aussi en relation avec les services ambulatoires notamment. Et maintenant, on travaille, c'est bien parce qu'ils arrivent à nous préparer les patients avec le protocole qu'on veut, la perfusion, la tubulure haute pression et le robinet 3 voies. Donc la communication entre services permet de faciliter le travail. Et au niveau du produit de contraste, on va utiliser un produit de contraste de concentration de 350 à 400. Alors jusqu'à maintenant, c'était beaucoup le 400. Et petit à petit, ça commence à passer sur les concentrations de 350 afin de diminuer la néphrotoxicité. Et par contre, avec le 400, c'est important de bien le chauffer. Nous, on le chauffe au bain-marie afin de diminuer la viscosité du produit de contraste, parce que c'est vrai que c'est très douloureux pour le patient. Alors, pour l'installation du patient, on l'installe pied en avant en décubitus dorsal. Le CG, on le laisse en permanence branché en fait, sur le secteur. Et lors de l'examen, en fait, on le débranche et il fonctionne à pression batterie, ceci afin d'éviter les interférences d'un éventuel problème électrique. Au niveau de notre scanner, il est important de l'allumer bien avant parce que si on rentre les données patients avant d'allumer le CG, il ne reconnaît pas le CG à la console. Alors après les électrodes, on place donc une rouge sur la région pectorale droite entre la 2 et 3e côte par rapport au milieu de la clavicule et une jaune du même côté, mais une jaune pareil mais à gauche. Et une électrode verte à hauteur de l'ombilic, 10 cm à gauche. Alors par contre, si le patient est porteur d'un pacemaker, il faut inverser l'électrode, sinon on aura le tracé inversé sur l'électrode. Le signal doit être sans artefact, régulier sur le moniteur du scope. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier les contacts, les électrodes, les connexions. Un tracé correct, une onde R profonde, car identifiée comme telle lors de la reconstruction, et une onde T plus petite que l'onde R. Alors il est important de faire pratiquer un test d'inspiration afin de vérifier que le tracé reste propre et régulier et que les électrodes restent en contact, ceci avant de commencer l'examen. Au niveau de la fréquence cardiaque et bêta-bloquant. La fréquence cardiaque doit être régulière, au mieux inférieure à 75 battements par minute.